Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment devenir Media Buyer et j'insiste YouTube Ads. Media Buyer, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le fait de gérer des campagnes de publicité en ligne pour des entreprises. Sachant que toute entreprise a toujours besoin d'acquérir de nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc c'est un métier qui a le vent en poupe, on peut le dire, et notamment sur YouTube Ads, parce que YouTube Ads c'est quelque chose qui est encore très peu exploré sur le marché, enfin sur le web. Je vais vous en dire un mot un petit peu plus loin. Donc je vais vous expliquer de façon précise pourquoi YouTube Ads c'est l'opportunité du moment. Il y a encore très peu d'entreprises qui sont positionnées là-dessus. Je vais vous montrer aussi, et ça vous intéresse, comment vous allez pouvoir générer plusieurs milliers d'euros rapidement. Le media buying c'est quelque chose qui est extrêmement lucratif, c'est une activité très lucrative et qui demande très peu de temps. Typiquement 2 heures par jour suffisent pour gérer plusieurs clients. Ça demande vraiment pas beaucoup de temps. Je vais bien sûr vous expliquer comment trouver vos premiers clients. Ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, enfin qui vous intéresse et qui est souvent problématique lorsqu'on commence une activité de media buyer. Et je vous donnerai mes conseils parce que j'exerce la fonction de media buyer YouTube Ads depuis 2019. Je me suis vraiment spécialisé sur YouTube Ads et c'est ce que je vais vous proposer de faire tout au long de cette vidéo. Alors si vous ne le savez pas aussi, sachez que YouTube c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, ok. Donc dit autrement, vos clients sont sur YouTube, ok. Et YouTube Ads c'est ce qui va vous permettre de les atteindre, de les trouver. Un tout petit mot sur moi, qui suis-je, d'où je viens. Donc comme je vous le disais, je suis Media Buyer YouTube Ads, ok, je m'appelle Bastien Devaux. Alors j'ai une chaîne YouTube depuis 2017, ça commence à dater un petit peu, sur laquelle vous pouvez me suivre. J'ai aussi un compte Instagram ainsi qu'un compte LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à me joindre là-bas si vous le souhaitez, ce serait avec plaisir en tout cas. Concernant mon expérience, comme je vous l'ai dit, je suis Media Buyer YouTube Ads depuis 2019. Depuis ce temps-là, j'ai généré, plutôt investi un peu plus de 10 millions d'euros de budget publicitaire, et je précise, uniquement en YouTube Ads, ok. Je fais pas de Meta Ads ou autre, on en reparlera juste après. J'ai accompagné plus de 50 clients. Alors quand je dis accompagner, c'est-à-dire que j'ai géré les campagnes directement, ce qu'on appelle du done for you, faire pour le client. Et je vous montre ici quelques clients pour lesquels j'ai travaillé. Vous en connaissez peut-être quelques-uns, donc c'est essentiellement des infopreneurs. Hein. Je travaille avec beaucoup d'infopreneurs sur le marché francophone, mais pas que. Ça aussi, je vous en parle juste après. Je travaille aussi étroitement avec le marché américain. Voilà, pour les clients, ici quelques-uns des résultats qu'on peut obtenir avec YouTube Ads. Alors l'outil que j'utilise ici sur fond noir, c'est un outil qui s'appelle Aeros, et qui permet d'avoir un tracking très fin de d'où viennent les ventes en fait, que ce soit de l'organique, de Instagram, de Facebook, de YouTube Ads en l'occurrence ici. Donc vous voyez que sur ce premier graphique, on a dépensé environ 300 000 euros pour 3 millions de revenus, donc soit un ROI, un retour sur investissement d'environ 10 x 10. Ici, alors ça c'est plus en euros, c'est en francs suisses, c'était un client suisse. Sur une période donnée, on a donc dépensé à peine 200 000 francs suisses et pour avoir en retour environ 600 000 francs suisses, donc de très beaux résultats. Et ici je vous montre, alors c'est un petit peu plus granulaire, des résultats qu'on a obtenus sur, alors celle-là c'est vraiment compte Google Ads et on voit campagne par campagne, c'est pour ça que je dis que c'est granulaire. Et on voit que c'est des YouTube Ads parce qu'on a à chaque fois le petit symbole de la caméra, donc ce sont des campagnes YouTube Ads et on voit que c'est très rentable. Alors juste une qui n'était pas trop rentable, mais ça voilà, ça se fait avec le temps, on optimise, on coupe les pubs qui ne fonctionnent pas, mais on voit que la plupart ont généré de très importants profits. Alors pourquoi j'ai de l'avance sur les autres? Pourquoi j'ai de l'avance sur les agences francophones notamment? Il y a une raison à cela, c'est que j'ai une business partner, alors j'ai mis un petit symbole de femme parce que c'est une femme qui travaille avec moi, qui est anglophone, et le gros avantage c'est qu'elle travaille, donc elle est spécialiste YouTube Ads aussi depuis, comme moi, depuis 2019, et en fait elle travaille avec 2 entreprises, 2 agences américaines, YouTube Ads, vraiment spécialisées en YouTube Ads, donc adspend.com et adleg.com. Donc ce sont 2 très grosses agences, quasiment les 2 plus grosses au monde, je précise bien sur le segment de YouTube Ads. Et l'avantage, c'est que, étant donné que elle travaille avec moi, et comme vous le savez, les Américains ont toujours, en tout cas souvent, quelques longueurs d'avance sur nous, quelques mois, mais parfois quelques années, bah là en l'occurrence c'est plutôt quelques mois, ce qui me permet d'avoir les stratégies, de connaître les stratégies américaines
en avance avant qu'on en parle sur le marché francophone, et ça, ça joue pas mal. Enfin, disons que c'est une bonne chose pour mes clients. En général, ils sont assez contents de ça, même s'ils ne le savent pas forcément. Mais en tout cas, d'un point de vue pure performance, ça leur permet d'être bien meilleurs bien plus tôt que les autres entreprises qui font du YouTube Ads sur le marché francophone. Voilà. Donc ça, c'est un des atouts, je le reconnais. C'est un petit peu de la triche, j'avoue, d'avoir une business partner sur le marché américain. C'est presque trop facile. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et ça nous donne une petite longueur d'avance. Un tout petit mot sur d'où je viens, parce que je ne suis pas né média buyer, comme je vous le disais. Donc, mon parcours de 2012 à aujourd'hui. Donc 2012, enfin plutôt 2008 à 2012, j'ai fait une école de commerce, donc un parcours assez classique. J'aurais pu faire une université, hein. Bon, j'ai fait une école de commerce à la suite de laquelle j'ai été diplômé. J'ai commencé mon parcours, on va dire, professionnel en étant auditeur financier, donc pour une grosse firme d'audit financier. J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc ça m'a apporté beaucoup de rigueur qui sont très utiles pour le métier de média buyer. C'est important d'être rigoureux dans n'importe quel métier, mais là particulièrement, parce qu'on dépense de l'argent, du budget pour des entreprises, pour des clients, donc c'est important de ne pas faire n'importe quoi, bien sûr. Ensuite, j'ai eu une petite expérience en tant que contrôleur de gestion, donc plus dans l'analyse, dans les prévisions financières de la boîte. Là aussi, ça m'a servi beaucoup pour mon activité actuelle de média buyer, parce que le contrôle de gestion, c'est... En fait, quand on est média buyer, on fait du contrôle de gestion, en quelque sorte. C'est très similaire. En plus, vous avez l'aspect créativité, hein, qui est très important. Mais en tout cas, on cherche à obtenir la meilleure rentabilité, à obtenir le plus de profit, le plus de retour sur investissement pour nos clients. Donc c'est en ça que ça se rapproche un petit peu du contrôle de gestion. Et vous verrez qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent d'analyser nos campagnes et d'optimiser nos campagnes pour avoir les meilleurs résultats possibles, les meilleures performances possibles. Voilà. En 2015-2019, de 2015 à 2019, j'ai eu une petite traversée du désert, qui n'est pas si petite d'ailleurs. Alors j'ai pas rien fait, j'ai commencé mon activité indépendante, mais ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait des bons mois, hein. À l'époque j'ai réussi à faire des mois où je gagnais 2000 € en tant qu'indépendant vraiment, donc c'est pas rien, hein, de commencer avec 2000 € quand on part de zéro, quand on n'est pas salarié. Donc j'étais très content, mais ça virevoltait. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, 2017 exactement. Mais c'était un petit peu compliqué. 2019, je me lance enfin dans le media buying YouTube Ads parce que je sens qu'il y a une opportunité. Et depuis, j'ai plus quitté le media buying YouTube Ads. Je fais ça vraiment à plein temps. C'est vraiment mon activité principale. Et c'est surtout en 2020 que j'ai eu le déclic, parce que donc 2019 je crée mon activité vraiment de media buyer YouTube Ads, mais bon, il a fallu trouver des clients, il a fallu créer des process, il a fallu se roder un petit peu, mais c'est vraiment en 2020 que j'ai eu le déclic, parce que c'est le premier mois, enfin en 2020 il y a eu le premier mois où j'ai fait 5000 € par mois de vente pour des clients. Et ce, je vous le rappelle, en travaillant uniquement 2 heures par jour. Donc comme je vous le rappelle, l'objectif quand on est media buyer, c'est pas de travailler 8 heures par jour, en tout cas c'est pas nécessaire, sauf si vous voulez gagner 50 000, 60 000, 100 000 €, bon là effectivement vous pouvez travailler même 10 heures par jour si vous le souhaitez, tout dépend de ses objectifs de vie. Moi je tiens à conserver une part importante dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, c'est pour ça que je travaille très peu sur ma partie media buying, 2 heures par jour me suffisent. Donc mon objectif dans cette vidéo c'est de vous montrer comment faire, tout simplement, comment faire pour en arriver là, et que ça prenne pas 5 ans. 5 ans ou plus, parce que moi j'ai commencé en 2019, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats intéressants, très intéressants en 2020. L'idée bien sûr c'est que vous arriviez à ça en l'espace de on va dire quelques mois, soyons réalistes, peut-être pas quelques semaines mais quelques mois. Voilà, que dans 6 mois vous soyez vraiment indépendant grâce au media buying, sans trop vous fatiguer, on va dire. Donc on va faire maintenant un petit récap, une petite étude comparative des différentes plateformes de media buying qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Je vais vous présenter les meilleurs bien sûr. Donc on a bien sûr le media buying Meta Ads, donc sur Facebook ou sur Instagram. Le problème aujourd'hui c'est que la concurrence est énorme. J'ai l'impression que même ma boulangère fait du Meta Ads. Alors quand votre boulangère commence à faire du Meta Ads, c'est un peu comme le Bitcoin, quand tout le monde commence à en parler, c'est que c'est plus forcément le bon moment. La Meta Ads clairement c'est ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire que les requins s'écharpent entre eux, l'eau devient rouge parce que c'est sanglant, et c'est surtout une guerre des prix. Donc les coûts qui augmentent parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et
la plupart des boîtes aujourd'hui font du Meta Ads, ce qui est plus forcément la meilleure idée. Et pour vous, il y aura, enfin si vous vraiment vous débutez, il y aura très peu de places disponibles parce qu'il y a énormément de média buyers Meta Ads. Donc pas forcément je recommande pas forcément de vous lancer sur Meta Ads aujourd'hui. TikTok Ads, ça peut être, alors déjà c'est plus vert à mon sens, donc c'est déjà une opportunité plus importante parce que il y a très peu de concurrence, il y a très peu de boîtes pour l'instant qui font du TikTok Ads. Donc c'est un océan bleu à l'inverse de Meta Ads. Les coûts sont encore faibles parce que vu qu'il y a peu de concurrence, les coûts restent très décents. Quand je dis coûts, c'est coût par clic, coût par prospect, coût par impression, etc. Il y a beaucoup de places disponibles parce qu'il y a très peu de personnes, de média buyers spécialisés en TikTok Ads. Par contre, d'un point de vue trafic, c'est très peu qualifié. C'est pour ça qu'en général, les clients avec qui je travaille, ils font du Meta Ads de temps en temps. Enfin, il y a des gens spécialisés en Meta Ads, mais on dépense jamais trop de budget. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine, voire par mois, parce que c'est très peu qualifié et c'est très compliqué d'avoir des ventes sur TikTok Ads. Alors encore plus sur le high ticket. Le high ticket, c'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire que vous allez vendre des produits très chers. Enfin, en tout cas, vous travaillez pour des clients qui vendent des produits très chers, qui peuvent aller de 2000, 3000, 5000, 10 000, parfois 30 000 euros. Donc sur TikTok Ads, ça va être très compliqué. Pour le e-commerce, c'est un peu mieux, mais pour tout ce qui est service haut de gamme, c'est vraiment pas fou. Donc voilà, c'est un petit peu la loterie TikTok Ads. Ensuite, on a le Google Search. Donc ça a été intéressant très longtemps. C'était vraiment la manière royale pour obtenir des clients très facilement. Le problème, c'est que tout le monde l'a fait. C'est un peu comme Meta Ads et il n'y a plus trop de place. Donc par contre, le trafic est très qualifié et très intentionniste. Le principe de Google Search, c'est que en fait, vous allez vous positionner sur des requêtes effectuées par les utilisateurs du moteur de recherche Google, je dis n'importe quoi, plombier, c'est quelque chose d'assez classique, donc quelqu'un tape plombier sur le moteur de recherche de Google, pouf, vous allez avoir une publicité liée à un plombier qui va apparaître. Donc ça, c'est du Google Search. Donc c'est très intentionniste parce que ça part, c'est basé sur les requêtes effectuées par les utilisateurs, donc très intéressant. Mais le gros point noir, c'est que comme je vous le disais, la concurrence a explosé. Donc là, on a un océan méga rouge, ok, parce que là, la plupart des secteurs d'activité des entreprises le font, toutes les entreprises quasiment. Donc les coûts qui explosent. Et là, c'est comme Meta Ads, en fait, ça revient un peu au même. Il y a très peu de places disponibles puisqu'il y a énormément d'acteurs sur le réseau Search, enfin en tout cas spécialisés dans le réseau Search. Il y a énormément de média buyers spécialisés en Google Search. Donc c'est pareil, c'est plus forcément la bonne idée aujourd'hui. On arrive donc à YouTube Ads et là il y a du vert, ça a beau être un logo rouge, c'est quand même assez vert. Donc premièrement, il y a une faible concurrence, donc c'est un océan tout bleu. Les coûts sont faibles, donc que ce soit les CPC, les coûts par prospect, etc. Le trafic, et ça c'est vraiment génial, c'est le trafic est qualifié et intentionniste. Alors il y a quand même quelques paramétrages à faire pour avoir un trafic qualifié, notamment dans le ciblage, mais ce qui est cool c'est qu'il y a plusieurs milliers d'options de ciblage différentes sur YouTube Ads. Donc ça c'est vraiment un vivier assez incroyable d'opportunités. Vous avez, je crois, 3000 audiences que vous pouvez potentiellement cibler sur YouTube Ads. Donc un trafic qualifié et intentionniste, donc intentionniste comme Google Search, ok, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des audiences basées sur les recherches effectuées par les utilisateurs, alors que ce soit les utilisateurs de Google et les utilisateurs de YouTube aussi. Donc parce que YouTube, Google, c'est la même maison. Et il y a beaucoup de places disponibles parce qu'il y a très peu de média buyers YouTube Ads. Il y a encore beaucoup de barrières psychologiques qui ne sont aujourd'hui plus justifiées. Ça l'était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça n'est plus justifié et il y a énormément de place à prendre sur le marché de l'acquisition de clients via YouTube Ads. Donc YouTube Ads, alors je vais aller un tout petit peu dans les détails. Je vais vous parler du ciblage. Donc on a un ciblage surpuissant. Comme je vous disais, il y a plus de 3000 options de ciblage différentes sur YouTube Ads et aussi quelque chose, alors si vous avez déjà fait du Meta Ads, si vous êtes un petit peu familier, on a la possibilité depuis très peu de temps de faire ce qu'on appelle les lookalike, donc les audiences similaires sur YouTube Ads. Typiquement, vous avez un fichier de clients ou de prospects, vous l'intégrez dans YouTube Ads et l'algorithme tout seul va aller chercher des clients, des prospects similaires. C'est pour ça qu'on appelle ça lookalike, audience similaire en français. Donc ça c'est très surpuissant. Très puissant plutôt, et c'est nouveau, tout nouveau sur YouTube Ads. On a, comme je vous disais, la possibilité de cibler des personnes qui ont une intention, donc ce qu'on appelle notamment l'audience sur le marché,
in-market en anglais. Et on a la possibilité de créer ses propres ciblages, ses propres audiences, donc en fonction des sites web visités, en fonction des applis aussi utilisées, et en fonction des requêtes recherchées par les personnes sur Google. Donc, pour en revenir à ça, les ciblages par intention, je vous en parlais, il y a une seconde, c'est les fameuses audiences sur le marché. Donc là, je vous ai mis juste un exemple, mais il y en a des centaines et des centaines, je vous en ai mis, il n'y en a que quelques-unes. Donc typiquement, si je choisis, si je coche cette audience-là, logiciel de musique et audio, eh bien ça ira cibler automatiquement toutes les personnes qui ont fait une recherche récente dans les 2 dernières semaines sur Google, qui ont fait une recherche liée au logiciel de musique et audio. De même pour appareils ménagers, articles ménagers, etc. Voilà. Et ça, il y en a des centaines qui existent. Et pour en revenir à ce que je vous disais juste avant, on a la possibilité de créer des audiences, vraiment de zéro, donc en activant plusieurs leviers. Donc comme je vous disais, notamment en mettant dans votre audience personnalisée des requêtes effectuées par les utilisateurs. Typiquement, si on vend des appareils ménagers, là on va pouvoir mettre des appareils ménagers ou alors des marques d'appareils ménagers. Comme ça, on va donner de la nourriture à l'algorithme, on va lui dire ok, telle marque, telle marque, telle marque, ça peut ressembler à ce que mon audience recherche, donc je vais ajouter ça. Et de même pour les sites, là typiquement on peut mettre les sites des concurrents, des sites similaires à notre marché, à notre niche, et de même l'algorithme va mouliner, il va aller chercher automatiquement des personnes qui ressemblent aux visiteurs de tel ou tel site. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà pour YouTube Ads. Et aussi ici j'ai mis que sur YouTube Ads il y a de plus en plus de formats disponibles, histoire d'aller vraiment de rendre votre message publicitaire le plus présent possible, de la façon la plus différente possible. Donc on a tout d'abord le format in-feed, donc c'est dans le feed, ça c'est souvent c'est tout le temps sous forme de miniature, ok, de thumbnail, donc ça apparaît généralement sur le feed de YouTube, ok, sur la page d'accueil ou sur la barre latérale lorsque vous regardez une vidéo. Ensuite, on a le format peut-être qui vous parle le plus, c'est le format in-stream, donc c'est lorsque vous lancez une vidéo, il y a une pub qui se lance au début ou alors dans la vidéo, donc possibilité de skipper l'annonce au bout de 5 secondes, donc ça c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que vous avez 5 secondes où la personne ne peut pas passer l'annonce, donc c'est pour ça qu'il faut mettre tout le paquet en termes d'accroche sur les 5 premières secondes, parce que là vous avez vraiment la possibilité de parler 5 secondes sans que la personne ne puisse rien faire à votre audience, donc c'est extrêmement puissant. Et les fameux les short ads qui sont arrivés il y a assez peu de temps, et donc vous voyez que c'est pas un short classique parce qu'on voit bien que c'est marqué sponsorisé et on voit bien le bouton d'action, okay, le call to action, l'appel à l'action ici en bas. Et aussi on a la possibilité depuis peu de temps de rajouter des images, donc images horizontales, verticales, carrées, okay, on peut mettre plusieurs formats disponibles. Donc voilà tout ce qui est possible. Alors là, il y en a d'autres, mais a priori, vous aurez besoin uniquement de cela. Il n'y a pas besoin il y a des trucs très spécifiques, par exemple les l'in-stream non désactivables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce petit bouton ignorer, mais c'est plus pour le branding, plus la notoriété. A priori, vous n'en aurez pas besoin, sauf si vous travaillez pour, je sais pas, Crédit Agricole ou Total éventuellement, ou Boltran et Sofa peut-être. Mais voilà, là, on va se contenter de ça. Donc, pourquoi devenir Media Buyer YouTube Ads? Donc je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc vous avez une rentabilité maximale parce que c'est une prestation de service, c'est-à-dire que vous n'avez aucune charge, vous travaillez de chez vous, vous n'avez aucune charge, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, sauf éventuellement si vous devez rencontrer des clients, mais l'avantage d'une activité en ligne comme ça, c'est que on peut tout faire à distance. Moi ça m'est arrivé de partir 4 mois à l'étranger sur 1 an et je faisais tout à distance. Donc c'est un petit peu magique. Très peu de temps de travail, ça je l'ai dit aussi. Moi en 2 heures par jour, j'ai fait mon travail de Media Buyer, j'avais pas besoin de plus, donc ça fait grosso modo 10 heures par semaine, ce qui est extrêmement peu. L'avantage c'est qu'on a un algorithme qui travaille pour nous, donc on a du setup à faire, on doit bien sûr analyser, on doit bien sûr prendre quelques décisions de temps en temps, mais étant donné qu'on a un algorithme, un machine learning qui s'est développé au fur et à mesure des années, eh bien en fait, il travaille pour nous. C'est un petit peu la magie du media buying, et c'est pour ça qu'en fait c'est un métier assez tranquille d'un point de vue horaire. Assez, je dirais même très tranquille. Je vous en parlais, la liberté géographique. Si vous voulez voyager, allez-y, c'est possible. Moi, je le fais régulièrement. En plus, ma compagne est étrangère, donc ça nous permet régulièrement d'aller dans son pays sans contrainte, parce que du coup, on peut se déplacer, on peut continuer à travailler là-bas.
Enfin, je peux continuer à travailler là-bas. C'est un revenu récurrent, c'est pas comme, je sais pas, une mission de SEO, référencement naturel, ou alors une mission de, je sais pas, de tracking, ou une mission de, qu'est-ce qu'on peut avoir pour créer un site web, pour, voilà, hein, vous pouvez créer un site web en tant que freelance. Tout ça, c'est des missions qui ont une durée de vie. Vous allez d'un point A à un point Z. Quand le point Z est atteint, c'est fini, voilà, vous êtes payé, mais c'est pas récurrent. C'est-à-dire que ça va être compliqué de refaire un site web pour la même entreprise. Là, l'avantage du media buying, c'est que si ça se passe bien, si vous arrivez à apporter des résultats, bah, ça va être tous les mois. Tous les mois, l'entreprise sera contente de vous, donc elle vous apportera tous les mois, enfin elle fera appel à vous tous les mois de façon tacite, et vous serez payé tous les mois. Donc typiquement, là où vous êtes potentiellement payé sur un mois pour du SEO, pour créer un site web, et bien là vous serez payé sur 12 mois sur une année. Donc 12 fois la rémunération que vous aurez négociée. Donc c'est cool. Moi, il y a des clients avec qui je travaille depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on travaille ensemble. Donc 3 ans, si je compte pas trop mal, ça fait 36 mois. Donc 36 mois, certains clients, je les facture plus de 2000 euros. On va dire 2000 euros. Donc 36 mois. 36 fois 2, fois 2000, ça commence à faire pas mal. Pour un client, hein, je parle pour un client. Donc pensez long terme, c'est-à-dire ne pensez pas que voilà, je vais le facturer tant. Le but c'est de durer le plus longtemps possible. Okay, on en reparlera un petit peu après. Il faut penser à ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par un client sur toute la durée. Voilà, sur toute la durée. Comme je vous le disais à l'instant, l'algorithme fait 90% du travail pour vous, donc vous n'avez pas trop besoin de travailler, vous avez besoin de faire le setup, de faire le tracking, d'aider éventuellement le client sur les créatives, mais moi dans mon cas, la plupart ils font eux-mêmes leurs créatives. Quand je dis créative, c'est publicité, soit leurs vidéos, leurs images, donc ça c'est même pas forcément obligatoire, mais en tout cas dans ce qui concerne l'aspect gestion des campagnes, comme je vous le dis, 90% du travail est fait par l'algorithme. Parce qu'il est ultra puissant, et alors c'était pas la même chose en 2014, ok, c'était beaucoup plus granulaire et manuel. Aujourd'hui, l'IA est tellement développée que vous pouvez vraiment vous la coller douce et siphonner des cocktails tout en travaillant. Voilà. Et comme je vous disais, il n'y a pas de concurrence. Alors peu de concurrence, j'ai mis pas, bon, c'est peu de concurrence. Il y a quelques agences qui font du media buying, YouTube Ads, mais la plupart du temps, elles sont pas vraiment formées, donc elles font un peu n'importe quoi, et elles ne sont pas focus là-dessus. En général, elles font plus soit du méta, soit du search. Voilà. Ensuite, les opportunités YouTube Ads. Alors là, c'est plus en termes de secteur. Enfin, quel type de client pourrait être une bonne opportunité pour vous? Il y a énormément de choses à faire. Alors moi je travaille essentiellement avec des infopreneurs comme je vous le disais, donc les infopreneurs c'est ceux qui vendent, c'est des entrepreneurs en général, qui vendent de la formation, de l'information, des produits digitaux, du coaching, etc. Bon alors là je vous avoue que c'est assez saturé, parce que du coup YouTube Ads, les médias buyers YouTube Ads sont assez focus là-dessus, donc il n'y a plus trop de place. Et donc en général ils ont déjà leur propre média buyer, c'est ça que je veux dire. Donc soit ils font en interne, soit ils recrutent quelqu'un, mais bon c'est un marché assez saturé. Mais, il y a un gros mais, il y a tout ça, là, sur tous ces éléments, il y a vraiment énormément de place à prendre. L'e-commerce tout d'abord. Alors l'e-commerce, je pense que ça va exploser dans les années à venir. Alors je ne parle pas de l'e-commerce, mais du YouTube Ads et de l'e-commerce. L'e-commerce, on le voit beaucoup généralement sur du Google Ads, mais plus les campagnes de type shopping et search. On le voit beaucoup sur Meta aussi, Meta, enfin Facebook, Instagram. Par contre sur YouTube Ads, c'est assez inexistant. Et je pense qu'il y a énormément de demandes sur l'e-commerce. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce qu'à mon avis, c'est là qu'il y a le plus de clients à trouver. Parce qu'il y a de plus en plus d'e-commerce, on le sait, les boutiques en ligne. Alors il y a des formateurs en e-commerce, c'est-à-dire des formateurs qui vous forment, qui vous aident à créer un e-commerce, une boutique rentable. Donc ça veut dire qu'il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se forment, et c'est quelque chose qui attire beaucoup, hein, de créer sa propre boutique en ligne, parce que c'est une forme de liberté aussi, géographique aussi. Donc clairement l'e-commerce, vous allez avoir énormément de demandes si vous vous lancez sur l'e-commerce. Après il suffit de bien le marketer, de bien faire comprendre que c'est un besoin, que c'est un moyen facile pour elles de vendre leurs produits. Ça fait partie de la prospection, j'en parle juste après. Mais retenez que l'e-commerce, c'est quelque chose qui va exploser avec YouTube Ads dans les années à venir. Les entreprises locales aussi, alors on en voit hein, du Meta Ads sur les entreprises locales. Je vois parfois passer dans mon feed Facebook ou Instagram des pubs sur des salles de sport dans ma ville, mais j'en vois pas sur YouTube. Donc là aussi, il y a quelque chose
clairement quelque chose à faire. Pour être honnête, j'aimerais bien le faire, je ne l'ai pas encore fait, parce que j'ai pas forcément besoin de nouveaux clients, mais si je peux vous conseiller, c'est quelque chose d'assez simple. L'avantage c'est que vous pouvez vous rendre directement dans les salles de sport, enfin alors quand je dis salles de sport, ça peut être plein de choses, hein. En tout cas des entreprises vraiment basées sur un marché local. Vous pouvez directement vous rendre là-bas et alors faut pas faire ça dans un village, ok, faut qu'il y ait une audience suffisamment importante, mais il y a clairement quelque chose à faire sur ce marché-là. Les TPE, PME de toutes sortes, hein, il y a rien en YouTube Ads, il y a vraiment aucune pub qui est faite. Donc là, quand je dis TPE, PME, alors c'est pas forcément local, hein, ça peut être national voire international, mais des petites entreprises, ok, qui ont du budget, mais qui sont en manque de visibilité et qui n'ont pas forcément de formule gagnante pour générer des nouveaux clients. Les TPE-PME ne sont pas très fortes en marketing, elles sont assez sous-dotées d'un point de vue compétences en marketing, notamment en marketing digital, donc à vous d'aller les démarcher. Mais en tout cas, c'est un segment de marché qui est très porteur aussi avec YouTube Ads. Les agences, alors j'en ai parlé un petit peu, mais les agences marketing, certaines en font du YouTube Ads, mais en général, elles sont vraiment pas très compétentes parce qu'elles sont plus focus sur le search ou sur le méta. Donc, ça peut être une bonne compétence pour elles. Donc, recruter un media buyer YouTube Ads, c'est tout à fait. Moi, j'ai déjà travaillé pour des agences. La personne avec qui dont je vous parlais tout à l'heure, ma partenaire en YouTube Ads, elle travaille avec, je vous ai dit, des agences américaines. Ça se fait aussi en France et il y a beaucoup plus de demandes en France parce que c'est beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Donc voilà, les agences et enfin les startups. Donc ça, je pense qu'il y a un peu moins de demandes. Et le problème, c'est que les startups n'ont pas d'argent en fait, parce que c'est un peu compliqué. Enfin, à l'heure où je vous parle, c'est un petit peu compliqué pour les startups. Il y a moins de levée de fonds. Je le mets quand même parce que je pense qu'il y a des startups quand même qui ont besoin de générer de la traction. Donc je le mets ici, et toutes les startups ne sont pas non plus à la ramasse financière, donc il y en a certains qui sont vraiment porteuses et qui réussissent, mais sachez que pour certaines startups, il y a clairement du business à faire en tant que media buyer YouTube Ads. Qu'est-ce que sera votre rôle en tant que media buyer YouTube Ads? Donc tout d'abord configurer le compte Google Ads, donc ça c'est la base, c'est assez simple, hein. Ça s'est simplifié au fur et à mesure des années, donc c'est vraiment la configuration basique. Ensuite paramétrer le tracking, moi en général j'utilise Google Tag Manager, c'est pas obligatoire, mais c'est un peu plus avancé, mais en tout cas c'est pas du tout obligatoire d'utiliser des outils externes, vous pouvez très bien le faire juste avec un compte Google Ads, le tracking c'est vraiment très simple, en plus il y a plein de vidéos explicatives sur YouTube, ça vous pouvez le faire vraiment très facilement. Le tracking, ça permet en fait de suivre les résultats parce que au début en fait l'algorithme il n'a pas de mode d'emploi, donc le tracking c'est une sorte de mode d'emploi pour l'algorithme, et en fait vous lui expliquez ok, ça c'est un prospect, ça c'est un client, et voilà, c'est ça qu'on appelle le tracking. Comme ça on peut vraiment suivre les performances des campagnes YouTube Ads. Analyser et optimiser les campagnes. Donc comme je vous l'ai dit, l'algorithme est fait le gros du boulot, mais vous aurez quand même parfois quelques actions manuelles à faire, comme couper des campagnes, comme mettre plus de budget sur telle ou telle campagne. Ça, l'algorithme ne le fait pas, quoiqu'on peut quand même définir des règles automatiques en fonction des performances, en fonction du budget dépensé, en fonction de plein de choses. Ça c'est vraiment dans les détails, mais retenez que l'algo il fait quand même bien le boulot en général. Donc ça c'est vraiment la base. Ça vous aurez l'obligation de faire ça pour une entreprise. Les trois suivants c'est optionnel. Ok, je le mets quand même parce que c'est de plus en plus bien vu, ça vous apportera de la valeur ajoutée pour les entreprises avec lesquelles vous voudrez travailler. Conseil sur le funnel. Donc ça c'est plus dans ce qui vient avant et après la pub. Typiquement, plutôt après la pub en fait. Donc typiquement quand vous voyez une pub, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur un site internet. Donc c'est important de se former aussi sur tout ce qui est taux de conversion, enfin amélioration du taux de conversion, comment obtenir plus de prospects pour un coût inférieur, donc comment aussi optimiser la vente, comment optimiser l'emailing, enfin tout ce qui est funnel, c'est ce que je considère vraiment tout ce qui gravite autour de la pub. Ok, c'est vraiment le cœur du business. Donc ça c'est bien aujourd'hui d'avoir une approche un petit peu holistique et de maîtriser toutes les étapes du funnel en fait. Aider pour les scripts vidéo, ça pareil, c'est pas obligatoire, ça dépend du niveau de connaissance et de compétence de votre client. Mais si vous travaillez par exemple avec des clients qui n'ont vraiment pas l'habitude de la vidéo et de la publicité, typiquement les PME, les TPE PME, éventuellement les entreprises locales aussi, ça sera, je pense, nécessaire de les aider un petit peu, en tout cas de vous former là-dessus, sur comment rédiger un script vidéo et un script publicitaire qui fait cliquer à tous les coups. C'est ça l'idée.
et faire le montage. Donc ça, pareil, c'est pas obligatoire. Moi, la plupart de mes clients, ils ont leur propre monteur, donc moi, j'ai pas à faire ce travail. Mais vous avez la possibilité de vous associer avec quelqu'un qui peut faire le montage. Enfin, vous pouvez avoir un partenaire qui fait le montage, ou alors vous-même, vous pouvez développer cette compétence de monteur. Il y a des outils comme CapCut qui permettent de faire du montage très très facilement, que ce soit sur des shorts ou sur le format plus traditionnel horizontal. C'est vraiment simple, hein. Moi je parle pas de Adobe Premiere et toutes ces usines à gaz imbitables. Voilà, il y a vraiment des outils de montage très très efficaces et très très performants aujourd'hui. Un petit mot sur la facturation et sur la rémunération, parce que ça va vous intéresser. Alors, c'est plus exactement... alors, il y a eu des abus, il y a vraiment eu beaucoup d'abus, je trouve, notamment dans les années 2019-2020, où il y avait des petits, alors j'allais dire des petits jeunes, pas que des petits jeunes, hein, mais des débutants, on va dire, qui se permettaient de surfacturer des clients, qui leur disaient, allez, là, je te facture 2000 € et 3000 € de setup. Donc le setup, c'est tout ce qui est le paramétrage. Donc ça, c'est vraiment de l'abus, je trouve. C'est pas forcément de leur faute, c'est, je blâmerais plus les formateurs de l'époque. Les formateurs qui disaient justement, les formateurs en media buying qui disaient, oh oui, vous pouvez y aller, 3000 €, 4000 €, vous pouvez y aller. Hein. Et du coup, donc c'était totalement abusif, hein, de dire des choses comme ça. Et le problème, c'est que ça en a grillé pas mal. Parce que du coup, les gens, qui étaient des débutants, hein, se disaient, ok, ils disaient aux entreprises, bon c'est tel tarif, donc c'est 2000 €, 3000 €. Les entreprises acceptaient parce qu'elles avaient besoin de clients, et en fait ça leur faisait perdre énormément d'argent parce qu'elles avaient affaire à des débutants, et donc ça plombait les comptes des entreprises et ça ruinait les réputes des nouveaux média buyers. Donc c'est quelque chose qui est pas cool du tout. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai tendance à être plus rationnel, et donc voilà ce que je proposerais. Donc la première chose, c'est une rémunération fixe. Je vous conseille de commencer là-dessus avant de demander un variable. Pour les petits clients, donc vraiment les clients qui ont quelques centaines d'euros à dépenser par mois, essayez de vous limiter à 500 €. Okay, dites-vous quand même que 500 € par mois, ça fait quand même 6000 sur l'année, okay, si vous avez, avec un seul client. Donc si vous en avez 10, ça fait 60 000. Ensuite, concernant les clients moyens, donc c'est-à-dire ce que je considère les clients moyens, c'est les clients qui dépensent jusqu'à 10 000 € par mois de dépenses publicitaires. Vous pouvez vous permettre de proposer entre 500 et 1500 €. Voilà, par mois. Et les plus gros clients, donc c'est vraiment qui ont un gros budget, vous pouvez aller, commencer à 1500 €. Après, ça peut aller au-delà, hein, ça peut aller à 2000, 3000 en fonction des résultats. C'est pour ça que c'est important de suivre les résultats. Et ça peut aller loin si vous êtes fin négociateur et si vous apportez des résultats satisfaisants. Alors le pourcentage du bénéfice, je suis pas très fan parce qu'en fait c'est très difficile à traquer, parce que aujourd'hui c'est assez omni-channel, c'est-à-dire que les ventes peuvent venir à la fois d'Instagram, à la fois de YouTube Ads, à la fois de Facebook Ads, à la fois du search, enfin de plein de choses, d'une chaîne YouTube. Donc c'est assez difficile à juger, à traquer. Et là, il y a eu aussi des abus, hein, de la part de certaines agences qui prétendaient, parce que malheureusement les entreprises qui font appel aux agences n'y connaissent rien en tracking, n'y connaissent rien en media buying. Et il y a eu des abus, de la fraude, hein, presque, c'est-à-dire des agences qui disaient si ça vient de YouTube Ads, et en fait pas du tout, et qui facturaient qui falsifiaient en fait le tracking et les campagnes, et qui prétendaient qui surévaluaient le nombre de ventes venant de YouTube Ads, venant de leur source de trafic à eux, que ce soit YouTube Ads, Meta Ads, Search, etc. Donc c'est pour ça que ça, c'est assez limite et c'est surtout difficile à traquer. Pourcentage des dépenses publicitaires, donc ça c'est quelque chose qui se fait, je le fais aussi de temps en temps. Donc généralement, pour pas léser le client, on applique un pourcentage dégressif du budget dépensé. Donc c'est-à-dire, vous pouvez dire, si tu dépenses jusqu'à 10 000 € par mois, c'est 10% du budget. De 10 000 à 20 000, c'est 8%, et au-delà de 20 000, c'est 5%. Bon, c'est un exemple un petit peu simplifié que je vous donne, mais l'idée c'est de pas... c'est un peu léser le client, le fait de dire c'est 10% quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas la même chose de dire 10% de 10 000 € de budget dépensé et 10% de 100 000 € de budget dépensé. Parce que si c'est 10% de 10 000, vous le facturez 1000, ce qui est plutôt correct. S'il dépense 100 000, vous le facturez 10 000, ce qui est vraiment beaucoup, je trouve. Enfin, faut déjà le motiver à vous payer 10 000, ok? Est-ce que vous le méritez vraiment? 10 000, c'est quand même un certain chiffre, hein, surtout si vous êtes freelancer.
Si vous y arrivez, tant mieux, mais bon, c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi, je préfère, d'un point de vue éthique, je préfère procéder à un pourcentage dégressif du budget dépensé. Et aussi, certaines agences ou certains freelancers peuvent facturer au prospect. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle prospect. Est-ce que c'est prospect qualifié? Est-ce que c'est email? Est-ce que c'est appel réservé qualifié? Voilà, ça, c'est des choses à définir avec le client. Mais en tout cas, c'est envisageable. Le plus simple reste quand même la rémunération fixe. Éventuellement renégociable, hein, ça c'est quelque chose qui peut s'envisager. Donc, alors là je me suis trompé, c'est pas le rôle du média buyer, c'est plutôt le statut. Statut à définir lorsque vous souhaitez être freelancer YouTube Ads, enfin freelancer media buyer YouTube Ads. Alors, j'aurais pu vous mettre société, EURL machin, non. Si vous êtes alors je pars du principe que vous êtes en France, parce que c'est ce que je connais seulement malheureusement, partez sur une micro-entreprise. C'est le mieux pour débuter, c'est le plus simple. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez rien, étant donné que vous n'avez pas de frais, a priori vous n'avez pas de frais, hein, comme je vous le disais, c'est pas nécessaire de faire une société directe, sauf si vous voulez vous associer bien sûr, donc là vous n'aurez pas le choix. Mais si vous êtes tout seul, si vous comptez être freelancer, vous prenez pas la tête, créer une micro-entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant, et c'est là que vous paierez le moins d'impôts, le moins de frais. Vous n'avez pas besoin de comptable aussi, donc ça il n'y a pas de comptabilité à faire, c'est extrêmement simple. Moi j'ai commencé par là avant de passer en société. Vous passerez en société le moment voulu, le moment opportun, quand vous franchirez un certain seuil de chiffre d'affaires, mais commencez par pitié par créer une micro-entreprise. Donc, comment trouver des clients? Ça va vous intéresser. Donc, la première façon, c'est la façon organique, donc c'est-à-dire naturelle, sans payer. Ok, c'est alors la première chose, c'est de vous créer un compte Calendly. Donc Calendly, c'est un petit outil qui permet aux clients de facilement réserver un appel avec vous. Et il se mettra automatiquement dans votre calendrier et automatiquement dans son calendrier. Donc il le verra apparaître dans son calendrier, ça se mettra de façon automatique. Et c'est extrêmement simple. Alors il y a d'autres outils, pour moi c'est le meilleur, rapport qualité-prix. Je crois que vous avez même une formule gratuite pour Calendly. Vous n'avez pas accès à grand chose, mais ça suffit pour commencer. Je crois que c'est gratuit, hein. Voilà. Donc créez-vous un compte Calendly, et votre lien en fait Calendly qui redirigera vers votre page Calendly, tout simplement vers votre agenda, et bien vous le mettrez sur les réseaux sociaux. Donc la deuxième étape, c'est de créer un compte pro sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Vous pouvez vous spécialiser sur une plateforme seulement, bon, LinkedIn en priorité bien sûr, parce que c'est une plateforme pro, mais aussi Facebook et Instagram éventuellement. Et vous allez commencer à créer du contenu pour attirer des clients. Voilà, comme ça que ça se passe. C'est peut-être conseillé de commencer hein, sur une seule plateforme, histoire de ne pas se diversifier, surtout que les gens ne réagissent pas forcément de la même façon sur les différentes plateformes. Donc c'est peut-être intéressant de commencer par une plateforme et de la maîtriser à fond. La deuxième façon, c'est bien sûr de prospecter. Donc là, on n'est plus dans la création de contenu, on est dans la prospection, avec soit le cold calling, soit le cold emailing, soit les deux. Donc le cold calling, c'est le fait d'appeler directement des entreprises au téléphone. Donc vous passerez généralement par le standard, ok. Donc c'est à vous de passer outre le standard, hein, la secrétaire, et d'arriver au service marketing notamment. Alors tout dépend de la grosseur de la boîte, hein, bien sûr. Là je vous parle de PME ou de boîtes qui ont un numéro de téléphone déjà visible, ou le cold emailing. Donc ça c'est un petit peu, c'est pas si facile que ça le cold emailing. C'est surtout que les boîtes reçoivent tellement d'emails qu'en général vous passez rapidement la trappe. Donc il faut être assez fin dans le cold emailing, mais c'est pareil. Typiquement cold calling c'est appeler à froid, cold emailing c'est envoyer des emails à froid sans que les personnes vous connaissent. On a ensuite les DM, donc les messages privés sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Donc là, ça va de pair avec ça, enfin c'est complémentaire en fait avec cette stratégie de créer du contenu. Donc vous avez la possibilité de créer du contenu que les gens vous remarquent et qu'ils vous contactent par eux-mêmes, mais vous pouvez aussi prendre les devants et les contacter directement. Voilà, donc sur ces trois plateformes, ou encore une fois, vous choisissez une des trois pour vous spécialiser. Une autre possibilité aussi, c'est de créer des événements, enfin pas de créer, mais de rejoindre des événements physiques ou du networking. Ça peut être dans votre ville, hein, il peut y avoir des gens intéressés, donc typiquement des rendez-vous d'entrepreneurs où des gérants de société peuvent très bien être intéressés par ce type de prestation, toujours dans le but de récupérer, enfin de générer des nouveaux clients. Voilà.
Et enfin, comment trouver des nouveaux clients? Avec la publicité, parce que vous allez développer une compétence, alors vous uniquement sur YouTube Ads, mais vous pouvez aussi potentiellement mettre un petit peu de budget sur Facebook Ads, sur Google Ads, alors donc, typiquement le Google Search, et sur YouTube Ads. Alors c'est moins fréquent de faire ça, en général on utilise plus le Google Search ou le Meta Ads pour trouver des clients, pour trouver vos propres clients, mais pourquoi pas utiliser aussi la faculté, enfin la compétence que vous aurez développée. C'est quelque chose qui peut s'envisager. Donc quelques conseils que je voudrais vous donner si vous décidez de vous lancer sur le media buying YouTube Ads. Donc j'en ai déjà parlé, ne pas être trop gourmand au début, ok. Ne cherchez pas à facturer 3000 € direct à un client, parce que vous allez vous brûler et vous allez mettre votre réputation en jeu. C'est pas la même chose de demander 3000 € et de s'en planter, et de demander 500 € et de se planter. Voilà, le risque pour l'entreprise n'est pas le même, le risque encouru n'est pas le même. Offrez une garantie. Moi typiquement je dis clairement à mes clients, on se donne un temps, on va se dire, on se donne 2-3 semaines. Si ça fonctionne pas, typiquement si c'est vraiment un accident industriel, si ça fonctionne pas du tout, si c'est une catastrophe, je ne vous facture pas. Je prends ma part de responsabilité et je ne vous facture pas. En fait, il faut toujours se mettre à la place de l'entreprise, du client. Imaginez-vous, vous êtes à la place du client et vous recrutez un media buyer YouTube Ads, et il vous demande, on va dire, il vous demande 1000 €, ok, sur un mois. Et vous vous plantez complètement, c'est-à-dire vous faites le boulot mais ça ne marche pas du tout. Enfin en tout cas le media buyer que vous avez recruté se plante complètement, il n'y a aucun résultat. Comment vous allez le prendre? Si vous dépensez, on va dire, 2000 € de pub, plus ce gars a payé 1000 €, donc vous dépensez 3000 € pour rien. Il y a peu de chances que vous le preniez bien. Donc dans ce cas-là, ce qu'il devrait faire le media buyer YouTube Ads, c'est de vous proposer une garantie. Donc il prend sa part de responsabilité, ça n'a pas marché, il ne vous fait pas payer la pub et sa prestation. Voilà, faut aussi prendre ses responsabilités. Et alors il y en a qui vont dire, mais tout travail mérite salaire. Ouais, mais là c'est un travail qui a coûté 3000 € à une boîte qui a apporté aucun résultat. Est-ce que ça mérite un salaire? Je vous laisse répondre à cette question. Moi je considère que non. Je considère que l'entreprise doit déjà payer 2000 € de pub. Si en plus il faut payer le freelancer parce que le freelancer il a utilisé ses petits limites et tout, ouais, mais s'il n'a pas reporté de résultats, c'est pas juste en fait, c'est pas juste pour l'entreprise. Donc voilà, donc offrez une garantie, si ça marche pas, je vous facture pas. Ne pas vous reposer sur vos acquis. Donc là, l'idée c'est de vous dire, vous êtes formé à YouTube Ads, ne vous dites pas que tout est acquis, c'est bon, vous êtes le meilleur. Non, il y a toujours à apprendre. Google Ads, les règles de Google Ads évoluent rapidement, ça évolue vite d'année en année. Donc il faut être en mesure de faire de la veille et de vous renseigner vous-même, ok, de rejoindre des groupes. Alors je vous parlerai, hein, moi je gère un groupe de spécialistes YouTube Ads, je vous en parle en fin de vidéo. Ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à toujours chercher à s'améliorer sur le tracking, sur les stratégies YouTube Ads, sur le type de créative qui marche à un moment T, tout ça. Voilà, c'est important de ne pas se reposer sur ses acquis. Traitez le client comme si vous dépensiez votre argent. Ça revient un peu à ce que je disais juste avant, il faut toujours se mettre à la place du client. Donc imaginez de façon perpétuelle, quand vous travaillez avec quelqu'un, que c'est votre propre argent que vous dépensez. Vous inquiétez pas que vous allez changer d'état d'esprit assez rapidement, vous allez un petit peu switcher. Vous n'allez pas considérer cet argent comme ok, bon, c'est pas le mien, je m'en fiche, c'est pas grave s'il est perdu. Non, considérez que c'est votre argent et vous allez être bien plus performant parce que votre mindset va complètement switcher. Pensez long terme. Comme je vous disais, on peut être tenté de facturer très fort dès le début, genre 2000 € direct. Sauf que 2000 €, si les performances ne sont pas au rendez-vous, il y a de fortes chances que vous perdiez le client au bout de 1 mois, 2 mois. Donc vous aurez fait de l'argent sur du court terme, mais à l'inverse, si vous commencez petit, je vous disais, hein, si vous commencez petit, on va dire 500 €, 500 € c'est pas un énorme risque pour l'entreprise, enfin pour votre client. Dites-vous que 500 € c'est un certain nombre, c'est quand même, si vous le gardez, s'il est satisfait, c'est un montant important, 6 000 € par an, ok, 12 000 au bout de 2 ans. Moi, comme je vous le disais, j'ai des clients que je facture 2 000 € ou plus depuis 3 ans, donc imaginez la lifetime value, hein, le chiffre d'affaires généré sur le long terme. J'aurais pu leur demander 5 000 € direct, mais ils m'auraient peut-être pas gardé, parce qu'ils se seraient dit ouais, 5 000 € ça commence à faire, on va pas garder ce gars-là, on va essayer d'aller trouver moins cher. Donc en les surfacturant, vous prenez le risque qu'ils aillent chercher ailleurs en fait. Que si vous commencez petit, vous leur apportez des résultats, vous pouvez renégocier.
C'est-à-dire au bout de 3 mois, vous pouvez dire ouais bon 500 € c'est pas mal, mais vu les résultats que je t'apporte, je pense doubler, c'est-à-dire 1000 €. Et il y a de fortes chances, parce qu'en fait vous avez fait vos preuves, donc il y a de fortes chances que le client accepte si le résultat est au rendez-vous et que vous dites ok ouais 1000 € pas de problème, bah, on y va sur 1000 €. Et là l'avantage de ce type de job, contrairement au SEO, contrairement à la création de site web, c'est que c'est du récurrent, tout durant que ça marche, bah, vous êtes payé, vous êtes payé, vous êtes payé tout le temps. Donc c'est pour ça, pensez long terme et ne pensez pas à 3 mois, pensez idéalement à 2 ans si possible. Et ne faites pas de fausses promesses. C'est-à-dire, ne dites pas oui on va cartonner, on va faire x10, je te promets que je vais multiplier par 5 ton chiffre d'affaires en 3 mois. Voilà, ça à éviter, on en voit trop sur internet, donc ça sert à rien, de toute façon c'est pas toujours réalisable et vous risquez de décevoir le client et de grignoter un petit peu, enfin de faire mal à votre réputation. Donc allez-y mollo sur les promesses. Et maîtrisez tout Google Ads, donc pas que YouTube Ads, donc YouTube Ads c'est une composante seulement de Google Ads. Et vous allez voir que plus vous allez avancer, plus ça va être intéressant de rajouter des outils de Google Ads à votre palette de compétences. Après, vous pouvez aussi apprendre du Meta Ads, du TikTok Ads, etc. Mais déjà, si on reste dans l'écosystème Google Ads, il y a énormément de choses à voir. Vous avez Google Shopping, vous avez Google Search, vous avez Performance Max, vous avez, je sais plus, je les ai plus en tête, mais en gros, c'est à peu près tout. J'en oublie une ou deux. Mais en gros, voilà, ne vous contentez pas de YouTube Ads. Rapidement, essayez d'explorer un petit peu d'autres choses parce que ça peut être très complémentaire. C'est-à-dire vous pouvez retargeter, vous pouvez commencer avec du YouTube Ads et retargeter, c'est-à-dire recibler par exemple des gens qui ont vu, qui ont visité votre site mais qui n'ont pas soumis un formulaire ou qui n'ont pas acheté votre produit. Donc on peut les recibler sur d'autres réseaux, il n'y a pas que YouTube. Donc, typiquement sur le réseau display, sur le réseau search, sur le réseau Gmail aussi, il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Voilà, donc essayez d'élargir un peu rapidement, en tout cas, votre palette de compétences. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être au début de la prestation? Vous allez faire ce qu'on appelle l'onboarding. Donc, typiquement, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer un mail récap au client, parce que le client, en général, il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire, donc il faut le guider, en fait. Il faut vraiment le guider. Donc, vous lui envoyez un mail récap en disant ce qu'il a à faire, comment ça va se passer, rappelez-lui la tarification, etc. Vous pouvez lui envoyer un document à compléter au sein duquel il pourra mettre sa concurrence, son avatar, c'est-à-dire à quoi ressemble son client idéal. Vous pouvez mettre tout un tas de choses. Quel est le type de client qu'il recherche. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter aussi les outils ou l'outil que vous allez utiliser pour communiquer. Donc il y en a certains qui aiment bien utiliser Slack, d'autres qui aiment bien utiliser WhatsApp, d'autres Telegram. Voilà, à voir en fonction du confort du client, c'est important pour lui. À vous de définir ça. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un document, donc une sorte de Google Doc sur lequel je vais mettre quelques tutos, tutos images ou tutos vidéo. Et en fait, vous allez pouvoir expliquer au client ce qu'il va devoir faire. En fait, il faut vraiment lui simplifier la tâche parce que c'est un bon signal que vous lui envoyez lorsque vous faites ça. C'est-à-dire, par exemple, s'il n'a pas de compte Google Ads, pour commencer à faire de la pub, vous allez faire une petite vidéo pour lui expliquer comment créer un compte Google Ads, comment connecter son compte Google Ads à sa chaîne YouTube, s'il a une chaîne YouTube. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir lui expliquer dans un document récap. Ensuite, le contrat, donc c'est pas toujours obligatoire. Je sais que chez les infopreneurs avec qui je travaille, la plupart, ils s'en fichent complètement d'avoir un contrat. Si vous travaillez avec des agences ou des entreprises un petit peu plus traditionnelles, des PME typiquement, en général, ils vous demanderont un contrat. Donc là, vous pouvez demander à ChatGPT tout simplement, il n'y a pas besoin de passer par un avocat ou autre. Pensez à bien mettre toutes les infos, donc tout ce qui est tarif de la presta, les accès à tel ou tel outil, la mission du prestataire, les obligations du prestataire, les obligations aussi du client. Voilà, tout ce genre de choses. N'oubliez pas, en général, ChatGPT peut très bien vous aider là-dessus. Essayez de bien l'aiguiller en expliquant quel type de contrat vous voulez. Vous êtes un freelance YouTube Ads, le client est tel type d'entreprise et expliquez vraiment en quoi consiste la prestation. La facturation, donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas facturer tout de suite, attendre déjà d'avoir des résultats et surtout il se peut qu'il y ait des problèmes qui apparaissent très rapidement, c'est assez rare mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé en plusieurs années, croyez-moi. Le compte peut être bloqué ou suspendu et parfois on n'a pas trop la raison, donc ça peut être assez mystérieux et ça peut être très très chiant, faut le dire. Et là si vous avez déjà facturé et que le client vous a déjà payé, faut rembourser le client, c'est un peu pénible.
Pareil, vous pouvez avoir des publicités rejetées parce qu'on n'a pas forcément respecté les règles de Google, donc il faut refaire des créatives, c'est un peu compliqué. C'est pour ça, moi en général, je préfère attendre un peu, quitte à prendre un risque. Alors ça m'est déjà arrivé très rarement que le client ne paie pas, mais c'est vraiment extrêmement rare. En général, les clients, les entreprises mettent quand même en jeu leur réputation. Donc si elles ne vous paient pas et que, alors que vous obtenez des résultats, c'est pas très juste. Et donc la plupart du temps, vous êtes payé, il n'y a pas de problème. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est un tableau de bord client, vraiment spécifique à ce client. En général, c'est un Google Sheet que je fais avec plusieurs onglets. Moi j'ai un certain nombre d'onglets, mais ce que vous pouvez mettre en priorité, c'est un onglet publicité, donc là avec les liens des publicités uploadées, et un reporting, donc pour tenir un petit peu le client au courant, combien on a dépensé par semaine, quel a été le coût par clic, le coût par client, le taux de clic, tous ces indicateurs, etc., histoire que le client ne soit pas perdu, qu'il ait vraiment un visu sur les performances. Et ça fait pro quand même de montrer des chiffres comme ça aux clients. Voilà, ça montre que vous êtes investi et que vous suivez un petit peu les dépenses des campagnes. Donc, on a déjà dit pas mal de choses. Pour aller plus loin, je vous en ai parlé brièvement, j'anime, on va dire, j'ai une formation qui s'appelle l'accélérateur YouTube Ads. Alors, c'est pas juste une formation, c'est beaucoup plus que ça. C'est avant tout une formation e-learning, mais vous accédez aussi à un groupe privé au sein duquel vous pouvez poser toutes vos questions. J'y réponds personnellement et généralement assez rapidement. Et aussi, et ça c'est la grosse plus-value de ce groupe, parce qu'en soi, bon, c'est pas l'e-learning la grosse plus-value, hein. L'e-learning apporte beaucoup, ça permet de vous former, ça permet de connaître les stratégies, ça permet de savoir quel type de pub fonctionne, etc. Mais ce qui va vous importer, c'est d'aller plus loin. Ce qui permet d'aller plus loin, c'est d'accéder à mon cerveau directement. C'est pour ça que je propose régulièrement des coachings live de groupe, au sein duquel les gens, mes clients typiquement, enfin mes élèves, mes clients, appelez ça comme vous voulez, peuvent me poser des questions. Et alors c'est sur YouTube Ads, mais pas que, ça peut être sur leur funnel, sur comment améliorer leur taux de conversion, comment améliorer votre taux de clic, comment améliorer telle ou telle créative, telle accroche, tout ça, plein de choses, on peut vraiment aller loin, pas que YouTube Ads. Et ça permet d'avoir accès à mon expérience, parce que je fais ça depuis 2019, et du coup d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Voilà, donc l'intérêt de l'accélérateur YouTube Ads, c'est pas tant l'e-learning, ok, ça j'ai envie de dire c'est juste le socle, la base pour vous former, mais ce qui va être vraiment intéressant pour vous, c'est ces sessions coaching live et ce groupe privé au sein duquel vous pouvez poser toutes vos questions n'importe quand. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller un peu plus loin, que vous souhaitiez être média buyer, que vous souhaitiez, si vous êtes déjà média buyer mais sur MetaAds ou autre et que vous souhaitez avoir des compétences plus avancées en YouTube Ads, ou alors simplement si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de générer du trafic via YouTube Ads et qu'en tout cas YouTube Ads est une bonne idée selon vous, eh bien je vous invite à vous rendre dans la description. Vous avez juste à laisser vos informations sur le formulaire que vous voyez et ensuite vous verrez voilà, un bouton avec marqué appel et vous pourrez accéder directement à mon agenda, prendre un rendez-vous et écoutez, on pourra en discuter, on pourra discuter de ce que vous comptez faire et ce sera avec plaisir en tout cas de discuter de l'opportunité qu'est YouTube Ads pour vous, que ce soit en tant que potentiel futur média buyer ou en tant qu'entreprise. Mais en tout cas, sachez que voilà, YouTube Ads c'est un océan bleu comme je vous le disais, il y a énormément d'opportunités, énormément de façons aujourd'hui de trouver des clients sur YouTube via YouTube Ads. Et rappelez-vous que YouTube Ads c'est plusieurs milliards de personnes, d'utilisateurs actifs, donc typiquement vos clients sont sur YouTube. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne journée.